Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue pour cette première conférence du nouveau mandat de la Tribune. Nous sommes toutes et tous ravis de vous voir aussi nombreux ce soir et tenons à vous remercier pour votre présence, que vous soyez élèves, alumni, personnel de l'école ou totalement extérieur à la communauté des ponts. Merci également à la Fondation des ponts qui nous soutient et qui nous permet de vous proposer après cette conférence un cocktail organisé par le club cuisine de l'école. Nous avons donc ce soir la chance de recevoir l'une des figures intellectuelles les plus influentes de la scène française et internationale, à la fois économiste, écrivain, ancien haut fonctionnaire, penseur de la mondialisation et observateur attentif des grandes mutations de notre époque. Jacques Attali a consacré sa vie à comprendre le monde pour mieux contribuer à le transformer. Major de la promotion 1965 à Polytechnique, mais aussi énarque et docteur en économie, il devient conseiller spécial du président François Mitterrand de 1981 à 1991 et joue un rôle clé dans les grandes orientations et décisions économiques et européennes. Il est notamment à l'origine de la création en 1991 de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD, qu'il présidera lors de sa fondation. En 1994, il crée Attali et Associés, un cabinet de conseil international spécialisé dans le conseil stratégique qu'il dirige toujours aujourd'hui. Et puis en 2008, à la demande de Nicolas Sarkozy, il préside la Commission pour la libération de la croissance française, que l'on surnommera très vite Commission Attali, et choisit alors comme l'un des deux rapporteurs généraux un jeune, inconnu du grand public à l'époque, un certain Emmanuel Macron. Mais Jacques Attali, c'est aussi un auteur prolifique. Il a publié plus de 80 ouvrages, essais, biographies, romans, abordant tantôt l'économie, tantôt la politique, l'avenir des technologies, la culture, la philosophie. Et ses analyses, souvent visionnaires, interrogent les transformations profondes de notre société, révolution numérique, transition écologique, santé, gouvernance mondiale, à l'instar du dernier ouvrage publié sous sa direction, France 2040, Fragments d'avenir. Enfin, et comment ne pas le mentionner, Jacques Attali est aussi un humaniste engagé. Il a fondé plusieurs organisations à vocation sociale, dont la plus connue Action contre la faim, et Positive Planète, qui œuvre pour le développement économique inclusif et durable. Alors tous ces travaux ont contribué et contribuent encore aujourd'hui à nourrir le débat public en France et bien au-delà, et sa pensée à la croisée de l'analyse rigoureuse et de l'anticipation stratégique continue toujours aujourd'hui d'inspirer dirigeants, chercheurs et citoyens. Aujourd'hui, ce soir, il vous invite à prendre de la hauteur, à regarder l'avenir avec lucidité, avec ambition, mais avec réalisme toujours, pour répondre ou pour tenter de répondre à cette question: comment réussir le monde de 2050 ? Nous sommes très heureux de le recevoir pour partager sa vision et nourrir nos réflexions. Mesdames, Messieurs, je vous prie d'accueillir comme il se doit, s'il vous plaît, Jacques Attali. Bonsoir, Monsieur Attali. Bonsoir. Merci beaucoup de votre présence, d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous d'être au rendez-vous ce soir pour la première conférence de l'année de la Tribune des Ponts et Chaussées. Je vais laisser Victoria entamer cet échange qui consistera tout d'abord en un temps de questions-réponses entre Victoria, moi et Monsieur Attali, puis ensuite un temps qui vous sera laissé pour poser toutes les questions que vous pourriez avoir pour Monsieur Attali. Donc vous êtes polytechnicien, énarque, écrivain, économiste, chef d'orchestre. On a un peu du mal à avoir une vision d'ensemble de qui vous êtes. D'où notre première question: comment vous définiriez-vous ? Un intellectuel engagé qui ne se donne pas de limite ni à son engagement, ni à ce que j'appelle un intellectuel. Engagé en politique, engagé dans différentes actions, mais d'abord un intellectuel libre, entièrement libre. Merci beaucoup. Ma première question sera d'ordre de politique internationale. Aujourd'hui,
face à l'Amérique de Donald Trump, qui oppose des velléités à l'Union européenne, qui se tourne de plus en plus vers la Russie de Vladimir Poutine, au vu aussi des dissensions qui s'élèvent au sein même de l'Europe, à la suite du Brexit, l'ordre politique qui semble avoir été établi depuis la fin de la guerre froide semble aujourd'hui largement remis en cause. Quelle place doit, selon vous, prendre la France dans cette nouvelle donne internationale ? Bon, d'abord, il n'y a jamais eu d'ordre international. Ça a toujours été le chaos. Dès 1945, on a créé les Nations Unies, mais il y avait des pays qui n'y étaient pas, il y avait des pays qui étaient, puis il y avait un rideau de fer qui barrait tout ça. Ensuite, il y a eu la construction européenne qui a commencé, qui s'est développée. Et il y a eu une toute petite période au moment de la chute du mur, qui n'est d'ailleurs qu'un épiphénomène, parce que la chute du mur n'est pas le moment de la rupture du système soviétique, qui a été rompu 1 an plus tôt. Il y a eu 2-3 ans où on a cru qu'on allait pouvoir construire un monde entièrement démocratique, parce qu'on voyait tomber la dictature du côté soviétique. Et puis la force des empires a repris ses droits et on se retrouve progressivement à avoir se reconstituer ce qu'on avait assez classiquement avant, c'est-à-dire un empire américain, un empire russe, au lieu de soviétique, un empire russe et un empire chinois qui est là depuis, les Chinois disent 3000 ans, mais c'est pas vrai, disons depuis un siècle avec le Parti communiste et avant, une situation très chaotique d'un empire chinois qui n'était pas unifié très souvent. Donc on se trouve avec 3 empires et une Europe qui était d'abord composée de pays indépendants, tous puissances coloniales, presque tous, et qui ont rêvé, en se mettant ensemble, de redevenir la grande puissance que chacun était séparément. La France, l'Allemagne, etc. Et dans cet ensemble, la France a aujourd'hui un statut assez particulier. Elle est d'abord une des rares puissances nucléaires, puisqu'il y a 9 puissances nucléaires dans le monde, 5 légales, 4 illégales, plus ou moins tolérées. Qu'elle est la seule puissance nucléaire dans les membres de l'Union européenne. Donc, de ce point de vue-là, elle est une très grande puissance. Elle est aussi une très grande puissance parce qu'elle est, je ne vais pas vous donner les chiffres que vous connaissez tous depuis la classe de 6e, même si ça a changé depuis la classe de 6e, mais elle reste entre la 5e et la 8e puissance mondiale en PIB. Mais en même temps, elle a d'énormes faiblesses, des faiblesses croissantes, dont on pourrait faire la liste. Elle a une balance des paiements déficitaire, une balance commerciale à peine équilibrée, un budget en déficit, un budget primaire en déficit. Elle ne tient que par l'euro, qu'elle a participé à construire, et sans l'euro, la France irait très mal. Donc ça reste une très grande puissance, ça potentiellement peut rester et redevenir une grande puissance, soit en tant que telle, en raison de sa puissance économique, du fait qu'elle est puissante dans des secteurs très importants pour l'avenir, les énergies durables, les secteurs du recyclable, l'eau. Nous avons la première entreprise mondiale de l'eau et 2 et 3 dans les suivants. Nous avons parmi les premières entreprises d'énergie durable dans le monde, évidemment les entreprises d'aéronautique, donc nous avons des entreprises qui sont des leaders mondiaux. Nous avons un potentiel international considérable, totalement inexploité avec la francophonie, qui reste démographiquement une promesse, mais qu'on n'a jamais véritablement su mettre en œuvre. Donc nous sommes vraiment dans une période très incertaine, où nous allons réussir avec nos partenaires européens à construire l'Europe puissance face à ces 3 empires qui ne rêvent que de nous détruire, les Américains, les Russes et les Chinois, qui considèrent l'Europe comme une proie, et non pas comme un partenaire. Une proie facile à prendre, d'abord très riche, la proie, et ensuite totalement ouverte. Nous n'avons pas de frontières, nous n'avons pas d'armée, nous n'avons pas de stratégie, nous n'avons pas de gouvernement européen. Et chacun d'entre nous, séparément, peut être tenté de dire, écoutez, tout ça ne marche pas, je reprends mon indépendance, je le fais tout seul. Illusion,
même si la moitié de l'Europe est en train de commencer à penser comme ça, puisqu'on voit beaucoup de pays européens commencer à dire l'Europe ça marche pas, je peux le faire tout seul, mais aucun pays sauf la France ne peut se défendre tout seul. Et les États-Unis aujourd'hui ne sont plus là. Les Européens n'ont pas encore intégré cette évidence qui est dite depuis le président Obama, mais qui est américaine depuis longtemps. Les Américains ne veulent plus défendre l'Europe. Ils n'enverront plus un soldat américain mourir en Europe, même si on leur doit beaucoup dans le passé. Mais les Allemands, les Suédois ne veulent pas entendre. Un peu comme un garçon et une fille qui ont été ensemble, puis il y en a un qui quitte l'autre, et puis celui qui est quitté refuse de l'admettre. Il n'entend pas. Et nous sommes comme ça avec les Américains. On n'entend pas qu'ils nous ont quittés. On n'a pas encore admis, nous sommes seuls. Soit nous sommes seuls séparément, c'est la catastrophe. Et c'est ce que tentent à ce moment-là les Américains, les Russes, les Chinois, qui tentent de nous diviser pour nous attirer séparément. Visite du Premier ministre hongrois à Washington avant-hier et beaucoup d'autres choses, pour créer les conditions de nous dépecer en morceaux, puisque nous avons des entreprises extraordinaires, nous avons un marché formidable, mais nous n'avons pas réussi à créer un ensemble. Et la France, de ce point-là, là-dedans, elle n'est plus le leader de l'Europe en ce moment. Elle l'a été, elle peut le redevenir. Elle ne l'est plus parce que, pour les raisons de déficit dont j'ai parlé, pour les raisons de faiblesse d'ingénieurs, dont l'Allemagne souffre, mais moins que nous, pour le fait que nous n'avons pas de récit national long devant nous, à cause de la situation politique du pays. Et on n'a pas non plus pris clairement le parti d'aider à la construction du projet européen. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous regardez l'Europe, qui a été très longtemps une entité très largement dominée par les Français, aujourd'hui, sur les 27 commissaires européens, un par pays, vous en avez 14 qui ont un directeur de cabinet allemand. C'est-à-dire que l'Allemagne, très habilement, et personne ne peut lui reprocher de faire ce qu'elle fait dans son intérêt, l'Allemagne domine l'Europe. Et dans la situation politique dans laquelle nous sommes, et la situation économique dans laquelle nous sommes, on ne voit pas comment on pourra, à échéance rapide, reprendre un équilibre. Et c'est d'autant plus important que c'est dans ce dialogue franco-allemand que les Italiens se joignent, les Espagnols se joignent, qu'on peut arriver à des compromis sur qui fait quoi, comment on se partage tel ou tel projet, qu'est-ce qu'on fait. Sachant qu'aujourd'hui, une des choses clés qui va déterminer l'avenir de l'Europe, c'est de savoir si on va être capable d'avoir une Europe de la défense. Une défense au sens large, d'abord défense en termes classiques, l'armée, en termes classiques, les industries d'armement, et en termes plus vastes, tous les outils de la souveraineté. C'est-à-dire la souveraineté en matières premières, en raffinage, en produits nécessaires à la liberté économique que nous n'avons pas. Nous sommes aujourd'hui totalement dépendants des États-Unis ou de la Chine, tant en France qu'en Europe. Donc, où nous allons être capables, et ça va se jouer dans les 5-6 ans qui viennent, de nous redonner un projet européen qui ne peut être qu'un projet de défense commune, et de souveraineté au sens plus large que la défense, où on va dire, mais non, c'est pas... Moi, Suédois, je m'arrange avec les Américains. Moi, Allemand, j'aurai toujours un accord avec les Américains parce qu'ils ne me laisseront pas tomber. Et la défense commune, c'est pas intéressant. Et dans ce cas-là, l'Europe va être dépecée progressivement. Et la France ne pourra que décliner parce qu'elle sera emportée par ce processus. Je ne suis pas pessimiste, on a tous les moyens de rester une très grande puissance, nous, pour les raisons que j'ai dit en termes de notre puissance industrielle et notre puissance de traction. Nous sommes leaders mondial dans un très grand nombre de secteurs encore aujourd'hui. Mais pas dans des secteurs essentiels. Pas dans des secteurs vitaux. Même nos plus grandes entreprises, le monde peut s'en passer. L'Europe ne peut se passer pratiquement pas du tout d'une centaine d'entreprises américaines. L'Europe ne peut pratiquement pas se passer aujourd'hui d'un très grand nombre d'entreprises chinoises, en particulier dans les composants, dans les aimants, dans les terres rares. Enfin, vous êtes des ingénieurs, donc vous savez que terre rare, c'est un mot absurde, parce que c'est ni de la terre ni rare, donc c'est pas le sujet. Mais tandis que les Européens n'ont rien dont le monde ne puisse pas se passer, sauf une entreprise américaine qui se trouve aux Pays-Bas. Donc, nous n'avons pas encore créé les conditions de notre souveraineté, et la France
encore moins toute seule, parce que nous n'avons aucune entreprise française dont le monde ne puisse pas se passer. Et c'est ça qu'il faut construire. Mais nous avons un potentiel énorme, et beaucoup va se jouer sur notre capacité à redevenir une puissance industrielle, à avoir de nouveau des ingénieurs, des cadres qu'on forme, des développements. Vous savez sans doute que la Chine, comme l'Inde, produit chaque année plus d'ingénieurs qu'il y en a en Europe. Le flux est égal au stock. Donc ça, c'est un tsunami qui est devant nous, on voit l'histoire qui s'écrit. Si nous ne sommes pas capables de recréer une dynamique industrielle, qui veut dire à la fois des grands industriels, des grandes entreprises industrielles, nous en avons. Je vous ai dit tout à l'heure, nous avons des entreprises leaders mondiales. Mais pas assez, et pas dans les grands secteurs de demain. Nous sommes mal partis, mais je pense que c'est pas perdu. Et beaucoup dépendra de votre génération. Merci beaucoup pour votre réponse. Pour peut-être réfléchir aussi à ce projet sur le long terme, dont vous avez dit qu'il nous manque aujourd'hui en France, vous discutez dans un article paru en septembre dernier de la nécessité de retrouver du sens commun dans notre démocratie. Je vous cite, de se mettre d'accord sur des vérités indiscutables, un diagnostic minimal commun à toute la mosaïque politique pour derrière construire un projet commun et démocratique. Comment concrètement aujourd'hui proposez-vous de dégager ce sens commun dans le débat public? Ouais, c'est pas à la fois pas complexe et difficile à faire. Pas complexe parce qu'il suffirait de se mettre d'accord sur une cinquantaine de chiffres, de données, qui sont à peu près indiscutables, qui serviraient de cadre conceptuel d'ensemble. On ne le fait pas parce qu'on n'a pas de lieu pour faire ça. Et lorsqu'on le propose, on a toujours des gens qui disent que c'est biaisé ou que c'est pas le plus important, etc. Mais malgré tout, il y a des choses contournables. On pourrait au moins espérer que les partis politiques, dont c'est le rôle, fassent ce qu'elles doivent, c'est-à-dire réfléchissent elles-mêmes à ces grands invariants fondamentaux, être lucides, savoir la vérité avant de proposer tout et n'importe quoi, et fassent pour ça un débat à l'intérieur d'eux-mêmes. Si vous regardez les partis politiques en France, à la différence d'autres pays, ça fait au moins 10 ans qu'aucun parti, je dis bien aucun parti, n'a fait un grand colloque sérieux sur aucun sujet, ni sur le logement, ni sur l'éducation, ni sur la santé, ni sur l'industrie, aucun. Alors il y a eu des petits trucs ici ou là, mais rien d'approfondi, de sérieux, débouchant sur des publications, etc. Donc, inévitablement, si vous avez ce degré zéro de la réflexion et de la connaissance à l'intérieur des partis, comment voulez-vous que les partis sortent des programmes qui soient lucides et cohérents, même si naturellement il est normal qu'ils soient contradictoires, c'est ça la grandeur de la démocratie, et comment voulez-vous qu'ils ne soient pas simplement que des écuries pour un homme politique ou une femme politique, ce qu'ils sont. Aujourd'hui, à la différence d'autres pays, en France, on arrive aux élections uniquement avec un candidat et pas avec un programme, avec quelques slogans. Et pas encore aujourd'hui, nous sommes à 18 mois d'une élection présidentielle, aucun parti n'a un programme. Alors, il y en a 2-3 qui prétendent en avoir, mais ce sont des vieux programmes qu'ils n'ont pas modernisés depuis 10 ans pour les deux en question. Et d'autres qui disent oui, rassurez-vous, j'en aurai un bientôt. On demande à voir. Mais cette réflexion programmatique qui suppose une réflexion approfondie, contradictoire, je dis ça, mais oui, peut-être c'est pas vrai, peut-être qu'on peut penser autrement. Cette réflexion contradictoire n'est pas là. Vous prenez le débat aujourd'hui sur les retraites. On peut penser ce qu'on veut, avoir un avis ou un autre, mais la question c'est de savoir comment on fait pour financer les retraites dans 30 ans, sachant que la démographie est ce qu'elle est, c'est une des rares sciences à peu près sérieuses pour ce qui est de l'avenir, qu'on sait que le nombre d'actifs par retraité va baisser, qu'on sait que le niveau de vie des retraités est supérieur à celui des fonctionnaires, lui-même supérieur au niveau de vie des salariés du privé, qu'on marche sur la tête,
et que personne ne propose sérieusement une autre façon de faire. Alors il y a 3-4 modèles qui circulent, mais les retraites par points, les retraites par capitalisation, les retraites, ce qu'on appelle paramétriques, c'est le système actuel. Mais on voit personne aujourd'hui, je dis vraiment aujourd'hui, alors qu'on vient de dire on reporte la décision dans 18 mois, personne ne dit oui, mais dans 18 mois je proposerai ça. Nous sommes un pays de procrastination. Ce qui est aussi vrai dans la vie privée, hein, pour beaucoup de gens. C'est un des pires défauts qu'on puisse avoir, procrastiner. On peut réfléchir, hésiter, prendre son temps, mais procrastiner, c'est un désastre. Nous sommes une société procrastinante. Et ce qui se passe sur la retraite, aujourd'hui je parle de ça parce que c'est la nouvelle de l'après-midi, est vrai dans beaucoup de domaines. Voilà, on vient d'annuler la réforme des retraites, mais personne ne sait ce qu'on va faire à la place. Ni personne ne dit « je vous proposerai le moment venu un système ». Parce que on a toujours le sentiment, les politiques qui sont là-dedans ont tous le sentiment qu'il n'y a que des coups à prendre. Si on fait des propositions, il y a quelqu'un qui va forcément être gagnant et d'autres perdants, et que les électeurs sont partout. Il faut surtout... le cardinal de Retz disait « Dans la vie publique comme dans la vie privée, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son propre détriment. » Eh bien, les politiciens appliquent ça toujours. Surtout, ne jamais sortir de l'ambiguïté. C'est-à-dire ne rien proposer. Merci beaucoup. Peut-être une question un peu plus technique. Pardon, il existe des think tanks qui font ce travail, pas les partis. Et moi-même, j'en anime un depuis 10 ans qui s'appelle France Positive, où nous faisons des colloques, où nous animons des débats, où nous publions des livres sur des thèmes. On publie cette semaine un livre qui s'appelle France 2040, où on a rassemblé une 50aine d'experts de haut niveau dans tous les domaines, agriculture, santé, éducation, prévention, réforme constitutionnelle, etc. Et on a une vision de la France en 2040. Bon. Ça existe. Il y a au moins une vingtaine de think tanks qui existent. Mais ils n'ont pas le relais nécessaire dans la classe politique pour pouvoir être considérés comme les bases de ce qui devrait être le rôle des partis. Merci beaucoup. Donc une question un peu plus technique. Souvent vous distinguez économie de la vie, économie de la mort. Est-ce que vous pourriez nous rappeler un peu ce que c'est et aussi nous dire, dans une logique de transition écologique, comment justement on met en place cette économie de la vie? Moi, c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup et qui est au cœur de beaucoup de mes travaux et des travaux de gens qui travaillent avec moi. C'est assez simple. D'abord, s'il y a quelque chose qui peut détruire l'humanité, c'est en effet les émissions de gaz carbonique, mais c'est pas seulement ça. C'est aussi tout ce qui est créateur de nuisances pour les générations futures. Donc c'est évidemment l'usage des énergies fossiles, mais c'est aussi d'autres choses qui peuvent nuire aux générations futures, qui sont la nourriture industrielle, l'agriculture utilisant des pesticides, qui sont les drogues, l'alcool, le tabac, les jeux vidéo, très largement lorsqu'on les utilise en excès. Et tous ces secteurs, puisque les énergies fossiles, c'est pas seulement les énergies fossiles elles-mêmes, mais c'est ce qu'on peut faire avec, mobilité, plastique, vêtements, etc., etc. Tous ces secteurs qui sont nuisibles aux générations futures, je les appelle les secteurs de l'économie de la mort. Ils représentent entre 50 et 60% du PIB dans la plupart des pays du monde. Les secteurs de l'économie de la vie, c'est-à-dire santé, éducation, démocratie, énergie renouvelable, et aujourd'hui, dans la mesure où le monde va devenir à 95%, 90% électrifié, on va tout faire en électricité. L'électricité va être le véhicule de l'énergie généralisée. Et que l'énergie et que l'électricité peut être fabriquée à partir d'énergie renouvelable, lorsqu'on aura réglé tous les problèmes de stockage, etc., les énergies durables, nucléaires et renouvelables, peuvent être un substitut non seulement des énergies fossiles, mais d'à peu près la quasi-totalité de ce qu'on fait avec les énergies fossiles. La mobilité, mais aussi
les vêtements, mais aussi l'essentiel même de l'utilisation qu'on fait de la pétrochimie dans la pharmacie, etc. On a des substituts. L'agriculture biologique, la nourriture saine, l'eau, le recyclage, la défense, qui fait partie de l'économie de la vie parce qu'il faut protéger la démocratie, tout ça, ça fait 40% du PIB. Et si vous comptez dans vos vies personnelles, voyez dans votre budget, voyez dans les métiers dans lesquels travaillent vos parents, est-ce qu'ils sont dans l'économie de la vie ou dans l'économie de la mort? Est-ce que vous savez que les banquiers qui utilisent l'épargne de vos parents ou la vôtre, qu'est-ce qu'ils font de votre argent? Est-ce qu'ils financent l'économie de la vie ou l'économie de la mort? C'est un cadre, une grille d'analyse très importante. Curieusement, le pays du monde qui aujourd'hui est le plus avancé dans le basculement de l'économie de la vie vers l'économie de la mort, d'économie de la mort vers l'économie de la vie, pardon, c'est la Chine, qui a entrepris une mutation considérable, non seulement dans les énergies renouvelables, mais aussi dans la transformation agricole et la transformation alimentaire. Ça reste encore, ils sont à 50%, 50-50. Aux États-Unis, c'est à 60-40, l'économie de la mort. En France, je vous l'ai dit, c'est autour de 55, l'économie de la mort. Ça ne peut pas durer. Si dans 20 ans, on n'est pas à 30% économie de la mort, on peut dire que le match est plié, on a perdu sur tous les sujets. Mais il ne faut pas croire que la durabilité de la vie sur la planète ne dépend que des questions climatiques. C'est un des sujets. Imaginez, pour raisonner par l'absurde, qu'on soit capable, et on est capable, d'éliminer le gaz carbonique et le méthane et tout ça, qu'on soit capable, et qu'on y consacre tellement de ressources qu'on n'a plus un sou pour la santé, pour l'éducation, pour l'eau, évidemment, la vie sera un enfer. Donc ça ne suffira pas. Donc régler le problème du climat est une condition nécessaire, mais non suffisante à la durabilité de la vie humaine sur la planète. Donc il faut englober ça dans une vision beaucoup plus large. Et quand on voit... Et dans les métiers d'ingénieur, on le voit bien, parce qu'un ingénieur, ça peut être quelqu'un qui travaille dans l'économie de la vie, pour la transition de l'économie de la mort vers l'économie de la vie, ou dans l'économie de la mort. Il faut regarder en détail chacune des activités. D'ailleurs, dans mon groupe de travail, on s'y emploie très activement dans certains contextes. C'est un cadre de réflexion problématique très important qui s'inscrit dans une réflexion très simple, c'est on ne doit rien faire qui ne soit pas dans l'intérêt des générations futures. Tout simplement parce que vous avez besoin des générations futures. On ne peut pas dire les générations futures, c'est les autres, ça ne m'intéresse pas. Je cite souvent cette phrase de Marx, Groucho Marx, qui disait « Je ne vois pas pourquoi je m'intéresserais aux générations futures, qu'est-ce qu'elles ont fait pour moi ?» Mais c'est faux. Parce que la meilleure façon de comprendre que c'est faux, c'est de dire, bon, à supposer qu'il n'y a plus de génération future. Petit tic de mathématicien pour raisonner. On raisonne par l'absurde. Supposons qu'il n'y a plus de génération future. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, on n'a plus besoin de maternité, puis ensuite, on n'a plus besoin de crèche, puis l'école maternelle, puis l'école primaire, l'école secondaire, puis ensuite, on se rend compte qu'on n'a plus personne pour devenir ingénieur, plus personne pour devenir électricien, plombier, etc. Et donc, ceux qui sont dans cette salle, qui seront les derniers vivants, vivront un enfer. Donc évidemment, on a intérêt aux générations futures, et on a même intérêt au bonheur de ceux qui ne sont pas encore nés, et on a intérêt de considérer que tous ceux qui ne sont pas encore nés sont aussi précieux pour nous que nos propres enfants. Ce qui devrait être un déterminant de nos actions, un critère. On ne devrait rien faire qui soit contraire à leur intérêt, parce que c'est le nôtre. C'est ce que j'appelle l'altruisme intéressé, ou l'altruisme rationnel. On a rationnellement intérêt à être altruiste. Et ça fournit une grille de lecture de l'action, qu'on commence d'ailleurs à voir apparaître un peu partout c'est une idée que je développe, mais je suis loin d'être le seul, qu'on voit apparaître un petit peu dans certains comportements. Il y a des pays où la Constitution dit explicitement que il faut travailler dans l'intérêt des générations futures. C'est écrit dans la Constitution. Il y a des villes qui, symboliquement, au conseil municipal, mettent une chaise qui représente les générations futures. Et on doit y penser quand on vote. En France, il y a quelque chose qui s'est passé très récemment, qui est très révolutionnaire, mais qui est heureusement passé inaperçu. C'est que le Conseil constitutionnel, pour la deuxième fois,
Il l'avait fait une première fois il y a 2 ans, pour la deuxième fois le mois dernier, à propos d'une loi agricole, la loi du plomb, a décidé de considérer qu'un article était inconstitutionnel parce que le produit qui l'autorisait ne présentait pas de certitude de ne pas être néfaste aux générations futures. Il a introduit le concept de néfaste aux générations futures comme condition de la constitutionnalité. Alors, c'est pas écrit dans la Constitution, mais le mot génération future apparaît dans le préambule de la Constitution, rajouté récemment à propos du principe de précaution. Donc, nous avons tous les instruments juridiques pour le faire. Naturellement, ça serait plus simple s'il y avait un article 27 de la Constitution qui dirait tout texte de loi ou tout décret qui ne peut pas prouver qu'il n'est pas nuisible aux générations futures est inconstitutionnel. Alors, vous allez me dire, c'est improuvable. On ne peut pas savoir si ça va être nuisible. On peut se tromper. Mais oui, on peut se tromper. Mais on est sûr de se tromper si on ne fait pas l'effort de raisonner. Alors, par exemple, vous construisez un barrage, vous vous dites, c'est bon pour maintenant, mais est-ce que c'est bon pour les générations futures? Moi, je fais le calcul, je regarde, j'étudie, je fais tous les paramètres, puis 20 ans plus tard, on se rend compte qu'on a oublié qu'on avait détruit une petite rivière qui était fondamentale pour l'équilibre écologique de toute la région. Bon, on s'est trompé. Mais au moins, on a cherché à ne pas faire d'erreur. Ce qui est sûr, c'est que si on ne cherche pas à prévoir, on est sûr de se tromper. Donc, ce qui va être clé, c'est d'introduire le long terme dans l'action quotidienne. Et c'est là un des grands enjeux d'aujourd'hui, inconsciemment, les peuples ont le sentiment que les dictatures sont mieux placées que les démocraties pour ça. Parce que les dictatures sont supposées avoir du temps devant elles, prendre son temps, pouvoir penser au long terme. On le voit avec la dictature chinoise, qui est en effet dans cette veine-là. Et on se dit, et on voit, les États-Unis sont une dictature depuis quelques mois. Maintenant, c'est une dictature. Est-ce que ça va durer ou pas? La Russie est une dictature, la Chine est une dictature, l'Inde est pratiquement une dictature. Nous sommes, en Europe, nous avons 2-3 pays qui rêvent d'aller dans cette direction. La démocratie ne tiendra que si elle est capable, elle, d'intégrer dans le modèle démocratique la prise en compte de l'intérêt des générations futures. Et c'est, je crois, une des grandes tâches de vos générations que de rendre cela possible, mais y compris dans la vie quotidienne, dans vos décisions personnelles, dans vos métiers, dans la façon dont vous abordez un chantier ou une activité. Si vous êtes dans la finance, est-ce que vous êtes dans la finance qui essaye de gagner des sous à l'instant juste pour le plaisir ou l'avidité de gagner des sous immédiatement, ou est-ce que vous dites à quoi c'est utile? Qu'est-ce que ça fait? À quoi ça sert? Très bien, merci beaucoup. Une question qui concerne maintenant l'intelligence artificielle. Grand enjeu du monde de demain, enjeu important aussi pour les élèves en école d'ingénieurs. L'intelligence artificielle qui apporte beaucoup d'espoir, qui suscite aussi beaucoup d'interrogations sur la potentialité qu'elle pourrait avoir de nous retirer notre capacité à réfléchir par nous-mêmes, de faire de nous, pour le dire simplement, des assistés. En ce sens, quelle place pensez-vous qu'elle doit prendre dans le monde de demain? Et pour rebondir sur la question précédente, l'économie de l'intelligence artificielle fait-elle partie de l'économie de la mort? Je réponds tout de suite à la deuxième question, je reviens à la première. L'intelligence artificielle, je vous dirai tout à l'heure que c'est ni intelligence ni artificielle. C'est comme un marteau. Un marteau, ça sert à construire ou ça peut tuer. Donc en soi, c'est pas ni bon ni mauvais, ça dépend ce qu'on en fait. Mais sur tous les sujets, si je peux vous introduire à une façon de réfléchir très importante, sur tous les sujets, commencez par regarder la perspective historique, le passé et l'avenir. L'intelligence artificielle n'est pas née il y a 5 ans ou 6 ans de nulle part. Elle commence au moins en 1630 avec la Pascaline, qui était déjà une machine d'intelligence artificielle. Elle continue avec la machine de Babbage, elle continue avec les premiers ordinateurs des années 30. Elle continue ensuite avec ce qu'on a appelé le calcul algorithmique et toutes choses dans lesquelles ensuite on a trouvé un nouveau nom
intelligence artificielle qui va disparaître, dans 3 ans on parlera d'autre chose. C'est toujours la même chose. C'est toujours faire par la machine des choses qu'elle peut permettre à l'homme de faire avec moins d'efforts. Et c'est ça le progrès technique. Dans le métier d'ingénieur, un levier, c'est faire quelque chose que l'homme peut faire, mais avec moins d'efforts. Et toute l'histoire humaine, c'est de faire la même chose avec moins d'efforts. Or, quand vous regardez l'histoire humaine depuis l'Antiquité la plus ancienne, comment on fait des choses avec moins d'efforts? En se donnant un artefact qui vous permet de le faire avec moins d'efforts. Alors, on a eu d'abord des artefacts pour faire moins d'efforts physiques, le levier, la roue, et ensuite des artefacts animaux, les chevaux, etc. Puis ensuite des artefacts machines, la machine à vapeur, etc. Donc des artefacts pour faire moins d'efforts physiques. Et puis on a, puisque comme vous avez dû l'étudier, l'humanité fonctionne sur 2 grands fondamentaux qui sont interdépendants et qui sont très proches l'un de l'autre, qui sont l'énergie et l'information. On a commencé par artificialiser la manipulation de l'énergie et ensuite, ou simultanément, la manipulation de l'information. Et on a progressivement artificialisé la manipulation de l'information. Une des étapes très importantes, c'est 1454, c'est quoi? Les caractères mobiles de l'imprimerie par Gutenberg. L'ado public. Les caractères mobiles de l'imprimerie. Dans lequel, d'ailleurs, au moment où c'est apparu, il y a eu un discours. C'est pour ça que l'histoire, c'est très important. Je vous invite vraiment à regarder l'histoire. Il y a eu un discours à ce moment-là. Je vais revenir à votre question d'aujourd'hui. Hein, mais, il y a un discours. À ce moment-là, les livres étaient très coûteux puisqu'ils étaient recopiés à la main. Donc on n'avait pas beaucoup. Donc on apprenait beaucoup par cœur. Et il y avait une grande littérature, ce qu'on appelle ars memoria, l'art d'apprendre par cœur, avec des techniques passionnantes dans lesquelles on rangeait un texte dans un palais imaginaire, on mettait un paragraphe dans l'entrée, un deuxième paragraphe dans la pièce d'à côté, on avançait, on se rappelait du palais et on avançait. Ce qui est d'ailleurs encore ce que font les comédiens, parce que pour se souvenir d'un texte, ils ne se souviennent du texte que à l'endroit où ils doivent le jouer. Bon, le lien entre l'espace et le temps. Et quand sont apparus les caractères mobiles de l'imprimerie, il y a eu énormément d'intellectuels de l'époque qui ont dit c'est une catastrophe. Parce qu'on n'a plus besoin d'avoir de la mémoire, notre mémoire va être mise à l'oubli parce qu'on aura des livres disponibles, donc on n'aura plus besoin d'apprendre par cœur, donc notre cerveau va s'atrophier. Évidemment, ce n'est pas ce qui s'est passé. Progressivement, on a continué à se doter d'instruments de ce genre, et aujourd'hui, on est à une étape, qui n'est qu'une étape, où ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est-à-dire, disons, la manipulation de l'information, nous permet d'accumuler beaucoup de données, et à partir de ces données, de faire une chose extrêmement simple, parce que tout ça est très simple. J'ai beaucoup de données, et à partir de ces données, je sais comment, en moyenne, en probabilité, à partir de ces données, dans le passé, on a réagi. C'est ça l'intelligence artificielle. J'ai un mot, je prends le milliard de textes qui sont autour de moi, quel est dans ce milliard de textes le mot qui suit ce mot-là? C'est ça. C'est rien d'autre que ça. C'est la prédiction de l'avenir direct à partir de données du passé. Et c'est pour ça qu'il y a 2 formes aujourd'hui d'intelligence artificielle assez voisines, mais distinctes. La première, c'est l'intelligence artificielle utilisée dans l'industrie qui consiste à prédire les pannes en fonction de la connaissance de l'occurrence d'une panne. On sait qu'une panne peut arriver à tel moment, donc on sait qu'il faut remplacer la pièce qui va tomber en panne avant qu'elle tombe en panne. Aujourd'hui, par exemple, on sait, et c'est une donnée publique, je ne travaille pas de secret, que dans l'US Air Force, s'il y a une guerre et qu'il faut décoller, il y a seulement 1/4 des avions américains qui peuvent décoller. Parce que les autres sont en réparation, en contrôle, etc. Donc, si on sait à l'avance quelle est la probabilité qu'il tombe en panne, on remplace les pièces avant qu'il tombe en panne. Et ça donnait, et ça donne aujourd'hui, une dynamique sur les pannes, sur les fuites, sur les fraudes, gigantesque, qui est un instrument de rationalisation, peut-être même si on est
si on l'utilise bien, d'évitement de gaspillage. Je vous rappelle qu'on détruit plus du tiers de la nourriture produite par l'humanité parce qu'on ne sait pas le stocker, parce qu'on n'a pas les moyens. Là, on pourra, avec ces moyens, faire beaucoup mieux. Et puis il y a une deuxième forme qui est la même chose, c'est sur le langage, où à partir des textes accumulés, et avec des logiciels de plus en plus, enfin des algorithmes de plus en plus sophistiqués, on peut trouver les mots qui vont venir après en utilisant tous les textes. Et les progrès sont évidemment faramineux. Et c'est rien, ce qui est là, c'est rien à côté de ce qui va venir. Donc là encore, on est dans une étape entre l'imprimerie qui aurait dû tuer la mémoire et l'intelligence artificielle d'aujourd'hui, dont on dit qu'elle peut détruire tous les emplois, ne plus rendre nécessaire d'apprendre. Et c'est vrai que si depuis longtemps déjà, ça n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle, mais depuis longtemps déjà, on n'a plus besoin de compter, parce qu'il y a des machines à calculer. On n'a plus besoin de lire, parce que vous avez des machines qui lisent pour vous. Vous pouvez avoir des dictaphones, des trucs qui lisent au texte. Vous n'avez pas besoin d'écrire, parce que vous dictez. Donc les 3 savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter, sont plus nécessaires. Et le 4e même, qui est apprendre les langues étrangères, c'est plus non plus nécessaire, parce qu'il y a des machines qui traduisent en direct. Donc on se dit, c'est terrifiant, les savoirs fondamentaux, on n'en a plus besoin. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de savoirs, mais on a besoin d'autres savoirs. Et soit on va être en situation de laisser l'humanité utiliser ces instruments sans véritablement d'esprit critique ou sans les utiliser pour le meilleur, ce que je vais dire. Et dans ce cas-là, on aura une toute petite partie de l'humanité qui sera composée de ceux qui ont l'argent que rapporteront les ingénieurs qui feront les nouveaux programmes. Ce sera peut-être les ingénieurs qui font les programmes, mais aussi les financiers qui les auront financés. Et le reste de l'humanité sera rémunéré d'un revenu minimum universel sans avoir à travailler, puisqu'il n'y aura plus de travail pour personne. C'est la direction du cauchemar. On n'en est pas là, parce qu'il y a encore plus de 50% de la population de la planète qui font des travaux physiques. Les paysans de l'Inde ou de l'Afrique, avant que l'intelligence artificielle les remplace, il y a du temps. Il y a du temps, mais seulement du temps. Ça aura lieu. Bon. Mais c'est vrai qu'il y a une dynamique cauchemardesque où cette évolution, ça s'appellera intelligence déployée, je pense, on va changer de nom. Le mot intelligence artificielle va disparaître. L'intelligence déployée va remplacer un très grand nombre de tâches et d'emplois. Méfiez-vous quand même, parce que comme on est au bord d'une crise financière, pour d'autres raisons en ce moment, beaucoup d'entreprises sont en train de licencier et prétendent que c'est à cause de l'intelligence artificielle, pas du tout, parce qu'ils ont besoin de licencier, ils disent « Ah, c'est l'intelligence artificielle, je ne peux pas faire autrement ». C'est pas vrai. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Mais ça va venir. Donc, les potentiels sont extraordinaires. Je prends un exemple. Moi, je m'intéresse beaucoup depuis longtemps à la musique, parce que j'ai toujours pensé que la musique était annonciateur des changements. Et ce qui se passe en musique, vous avez 3 domaines qui évoluent plus vite que les autres, sont les mathématiques, la musique et la finance. Pourquoi ? Parce que ce sont des domaines purement intellectuels, et que donc on peut explorer le champ des possibles beaucoup plus vite que dans des domaines où il faut avoir des machines, des objets matériels, des choses qui prennent du temps, des efforts. Et donc il est normal que les mathématiques, la musique et la finance explorent le champ des possibles en avance. Donc ce qui se passe en musique, et j'ai écrit un livre et plusieurs textes là-dessus, est toujours révélateur de ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe avec la musique et l'intelligence artificielle ? Il se passe d'abord que l'intelligence artificielle, les plateformes ont pu avaler tous les catalogues, et maintenant se crée de la musique par l'intelligence artificielle d'une façon infinie. Et on n'a plus besoin des compositeurs. Les compositeurs anciens se plaignent en disant « Oui, mais il y a 3 notes de moi dans tel morceau qu'a fait l'intelligence artificielle », et on essaye, à mon avis en vain, de récupérer un petit bout de droit d'auteur pour 3 notes, ou un rythme pour le donner à... Et donc, il est vraisemblable, et on le voit maintenant, qu'une grande partie de la musique, il y a déjà des grands succès qui sont faits purement en intelligence artificielle. Vous avez des DJ
qui sont des intelligences artificielles. C'est un métier, DJ. Hein. Vous avez une playlist et un narratif. Tout ça, l'intelligence artificielle d'aujourd'hui peut le faire. Il y a déjà des DJ dans les boîtes de nuit qui coûtent beaucoup moins cher que des DJ, qui font un narratif avec une voix, même un hologramme, et toutes ces choses-là peuvent se faire. Et on verra beaucoup de choses qui se font aujourd'hui dans la musique qui vont être... Et les artistes vont avoir du mal. Mais en même temps, vous voyez apparaître des nouvelles choses extraordinaires. D'abord, vous voyez que le spectacle vivant reprend une importance considérable. Un artiste aujourd'hui gagne sa vie par le spectacle vivant. Donc, la réalité du contact humain va redevenir très importante. Deuxièmement, vous voyez que ces technologies permettent des innovations musicales incroyables, puisque vous pouvez mélanger, vous pouvez faire chanter de la musique chinoise par la calasse, ou vous pouvez faire chanter du chant grégorien par des chanteurs congolais, en mélangeant les choses sans avoir besoin d'être... Donc vous pouvez avoir des choses qui sont, comme toujours, le nouveau, c'est en général le mélange de choses autres qui ont existé séparément. Donc il y a des potentialités extraordinaires. Vous pouvez avoir des créateurs qui font de la musique différente suivant chaque auditeur. Et vous pouvez aussi avoir le fait que chacun d'entre nous devient compositeur, parce que maintenant, on n'a plus besoin de savoir, c'est comme la disparition de l'obligation de savoir lire et écrire, on n'a plus besoin de savoir le solfège, l'harmonie pour composer de la musique. Donc il y a un potentiel énorme. C'est comme ce que je vous disais tout à l'heure sur le marteau qui peut servir à tuer ou à construire. Et dans les métiers d'ingénieur, le potentiel est gigantesque. Bon, vous connaissez déjà BIM, vous connaissez les Twin Cities, j'imagine que c'est des mots qui vous sont familiers. Les jumeaux numériques, qui existent depuis maintenant pas longtemps, même pas une dizaine d'années, c'est un potentiel absolument extraordinaire dans tellement de métiers pour faire les choses sans avoir d'une façon virtuelle, sans avoir besoin de les faire d'une façon réelle, qui donne des potentialités de création extraordinaires. Donc, pour ceux qui voudront regarder les choses d'une façon créative, cet outil, qui n'a encore une fois qu'une petite étape, parce qu'il va y avoir les hologrammes, il va y avoir beaucoup de choses qui vont venir. La prochaine étape, ce sont les neurosciences. Oui, je vous regardez l'heure. Les neurosciences qui vont... Parce que tout ça renvoie à un fantasme absolu, c'est ne pas mourir. Et l'intelligence artificielle rêve d'être un outil qui donne accès à la conscience et qui permet de transférer la conscience d'un corps à un autre. C'est ça le rêve de l'artefact. Chacun d'entre nous dans cette pièce, nous mourrons un jour. Mais cette table ne mourra pas. Donc nous avons tous le sentiment, consciemment ou pas, que si nous étions une table, nous serions immortels. Si nous étions un artefact, nous serions immortels. Si nous étions une intelligence artificielle, on serait immortels. Et c'est ça le drive, c'est ça le moteur de cette recherche, c'est la recherche de l'immortalité par l'artificialisation. Il y a encore du chemin. Merci beaucoup pour vos réponses, Monsieur Attali. On va maintenant pouvoir passer aux questions du public. N'hésitez pas à lever la main si vous voulez faire une intervention. On va distribuer les micros dans la salle. Je dois vous laisser dans 20 minutes maximum. Vous êtes peut-être plus pressé que ça, d'ailleurs. Bonjour, merci pour votre intervention. Vous avez parlé de transition d'une économie de la mort à une économie de la vie. Transition énergétique, le tabac, l'alcool, très bien. Concrètement, c'est ce que j'imagine, ou vous allez me répondre, cela implique une intervention de l'État plus importante que ce qu'elle est aujourd'hui. Oui. Et donc, est-ce que vous actez en quelque sorte la fin du modèle néolibéral européen et peu régulé, dont vous étiez quand même l'un des défenseurs à l'origine? Alors, c'est une caricature de tout. D'abord, je sais pas ce que c'est que néolibéral. Je connais le libéralisme économique et je connais le libéralisme politique, qui sont deux domaines complètement différents. Je suis un libéral politiquement, j'ai jamais été un libéral économiquement. J'ai toujours été socialiste, social-démocrate, et je le reste. J'ai toujours été partisan d'une intervention forte de l'État.
Et je n'ai jamais été partisan, contrairement à ce que j'ai entendu dans la coulisse, parce qu'on ne m'a pas permis d'entrer pour l'entendre. Je n'ai jamais été un partisan de la mondialisation à outrance. Je ne sais pas qui d'entre vous l'a dit, mais il ferait mieux de se cacher parce que je n'ai jamais pensé ça. Et vous ne pouvez jamais trouver un seul texte de moi qui dit ça. Jamais. À aucun moment. J'ai toujours été partisan d'un État fort, et la seule période de ma vie où j'ai été actif en politique, dont je suis très fier, c'est quand j'ai été le principal collaborateur d'un président socialiste pendant 10 ans. Et je suis très fier de ce qu'on a fait, et désolé de ce qui a été démoli après par d'autres. Pour continuer sur une réflexion personnelle, j'ai en effet présidé une commission à la demande d'un président de droite, mais une commission que j'ai tenu à faire bipartisane, dans laquelle nous avons proposé un très grand nombre de choses, qui étaient un renforcement très fort du pouvoir de l'État et une réduction des rentes de situation. Et d'ailleurs, au passage, dans cette commission, nous avions proposé le maintien de l'impôt sur la fortune, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. Il faut regarder les textes. Donc, je refuse cette caricature me concernant. Je reviens maintenant sur le fond. Oui, le basculement de l'économie de la mort à l'économie de la vie suppose d'agir par les deux instruments dont l'État dispose, qui sont la fiscalité et le règlement, et la loi. Et il faut agir sur les deux. La fiscalité pour orienter et punir, vers inciter et punir, et le règlement pour interdire. Il faut interdire l'usage des smartphones jusqu'à l'âge de 15 ans, comme le viennent de faire certains pays, commencent à le faire certains pays de l'Europe du Nord. Il faut interdire totalement le tabac, il faut interdire très largement l'alcool, il faut interdire, parce qu'il n'y a pas d'autre solution que l'interdiction. Il faut orienter par une fiscalité du carbone vers la réduction d'usage des énergies fossiles. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Mais pour faire tout ça, on ne peut pas claquer du doigt et dire il y a un règlement et une loi. Il faut des gens pour les appliquer, il faut mettre en œuvre des projets. Et c'est là où il faut un État fort. Mais un État fort, ça ne veut pas dire un État qui dépense 55% de son PIB en transfert. C'est de la folie. Nous sommes le pays du monde qui a le plus élevé. Et on n'est pas le pays du monde qui a le niveau de vie le plus élevé. On a un niveau de vie inférieur à celui de Malte. On va être le 20e mondial aujourd'hui. Les pays qui ont le niveau de vie le plus élevé, ils sont en Europe du Nord. Ils n'ont pas le même degré de dépenses publiques que nous, ni le même degré d'impôts. Donc c'est pas une question de montant, c'est une question d'intelligence de la pratique. Pour ça, il faut un État puissant, il faut un État qui ait des ingénieurs, qui ait des hauts fonctionnaires, qui ait des fonctionnaires bien payés. Il n'est pas normal que les enseignants en France soient payés au moins 50% de moins qu'en Allemagne, 70% de moins qu'en Finlande, avec un budget équivalent. Tout ça parce qu'il y a des corps intermédiaires très nombreux. Et ce n'est pas une question de niveau de salaire, c'est une question de réforme profonde de l'appareil d'État. Il faut un État puissant, mais pas... En France, on a 7 niveaux de collectivité territoriale. C'est une folie. Une folie. Donc voilà les réformes qu'il faut faire. Ça aussi sont des rentes de situation. Nous avions d'ailleurs dans ce rapport proposé la suppression du département. Naturellement, ça fait partie des innombrables réformes que nous avions proposées qui n'ont pas été appliquées, ni par le président qui l'avait commandé, ni par les deux suivants, dont l'actuel. C'est comme ça. J'ai choisi de ne pas être un homme politique, donc je ne peux pas me plaindre de ne pas avoir été suivi comme conseiller, puisque je n'ai pas été souhaité me lancer dans cette mêlée. Mais je considère que un État fort est nécessaire. Mais un État fort, ça ne veut pas dire un État envahissant. Ça ne veut pas dire un État qui a 70% du PIB qui passe à travers lui. Ça ne veut pas dire un État qui prend la fortune de tous. Moi, il y a deux attitudes mentales. Une première attitude qui consiste à dire que le scandale, c'est la richesse. Et une deuxième attitude qui consiste à dire que le scandale, c'est la pauvreté. Moi, je fais partie de ceux qui disent que le scandale, c'est la pauvreté, c'est pas la richesse. Et qu'une richesse acquise par le travail, par l'intelligence, par la création, ça vaut la peine. Il est d'ailleurs frappant, et c'est impropre de la société française, mais c'est un autre débat, personne ne critique la fortune des chanteurs ou des joueurs de foot. Par contre, la fortune d'un industriel qui a créé sa boîte, ou qui a hérité et développé la boîte paternelle, ça, c'est un péché mortel dans la société française. Ça, c'est scandaleux.
Scandaleux. Et on admet très bien qu'un footballeur soit un exilé fiscal, mais on ne l'admet pas d'un industriel. C'est un tort français tragique. Il faut avoir le courage d'affronter le fait que s'enrichir par la création, c'est bien. Mais que cette richesse doit conduire à payer d'impôts, beaucoup d'impôts, c'est très bien aussi, il faut payer beaucoup d'impôts, mais sans que cet impôt conduise à avoir envie de partir parce qu'il y en a trop. Donc il y a un équilibre à trouver. Mais pour ça, il faut considérer que le scandale, c'est la pauvreté et pas la richesse. Et donc ça exige une vision du monde qui considère que le succès est une bonne chose, que la réussite doit être encouragée, que la richesse n'est pas suspecte par nature, mais que toute une série de rentes de situation doivent être combattues massivement parce qu'elles ne profitent à rien et à personne. Et il y en a des tonnes dans la société française. Bonjour. Je me permets d'élaborer un peu sur la question de mon camarade, parce que justement, sur la question du néolibéralisme, je pense que lui, il voulait plutôt parler justement du courant idéologique qui a sévi en Occident, qui a commencé avec Thatcher, qui a continué avec Reagan, et volontairement ou non avec Mitterrand et le tournant de la rigueur. Et donc, comme vous vous dites que vous êtes un social-démocrate... Attendez. Oui. Vous considérez que Mitterrand était un libéral, c'est ça? Je ne dis pas que Mitterrand était un libéral. Je trouve que dans la conjecture politique mondiale dans laquelle il se trouvait, oui, il a mis des mesures libérales. Ah, attendez, qui me parle? Oui, si. Et du coup, ma question, c'était, est-ce que... Donc vous dites que vous êtes un social-démocrate, et ça, moi, je vous crois volontiers. Et est-ce que, du coup, vous considérez que cette transition, en fait, de l'économie mondiale, d'une social-démocratie des puissances occidentales, jusqu'à, justement, une économie plus libérale, disons, est-ce que vous pensez que c'est une rupture dans le mode de production capitaliste, ou est-ce que c'est juste une continuation, justement, de ce mode de production? Monsieur, dans le but vous êtes élève dans une école d'ingénieurs, vous devriez savoir la réponse à la question simple suivante. Existe-t-il un autre modèle de production disponible que le mode de production capitaliste? Oui. La réponse est non. Si. Non. Si. Lequel? Bah, il y a des gens qui ont essayé. Hein. Je veux Lequel? dire, que vous pensiez Lequel? que ça... Non, Attends, mais nommez-moi. d'accord. Bah, alors moi, je pense premièrement au Le socialisme Venezuela. et au communisme. Et vous Oui, pouvez non, dire... mais donnez-moi un exemple concret d'un communisme système. Bah, Pardon? l'URSS. Alors, Ah, très bien. je me permets, L'URSS est un modèle. Vous pouvez Notre trouver conversation que va ça marche s'arrêter ou là. que ça ne trouve pas. Non, mais si Non, vous mais- considérez que l'Union soviétique est un modèle, notre conversation s'arrête là. Alors, vous êtes en train de me faire dire ce que je n'ai pas dit. Parce que vous Vous dites avez- que c'est ça, vous qui l'avez vous dit. trouvez que c'est un modèle. Donnez-moi. Non, attendez. Dites-moi s'il existe un autre modèle. Moi, je n'en connais pas. Il n'y a pas d'autre. Et Marx lui-même pensait que le socialisme viendrait non pas à la place du capitalisme, mais après le capitalisme. Donc, donnez-moi un exemple. Nous sommes là et nous devons, et c'est le rôle de la social-démocratie, et c'est ce que nous avons fait en France le mieux possible en nationalisant une part importante de l'industrie, mais en laissant le système capitaliste fonctionner. Nous avons créé les conditions d'un système capitaliste réorganisé. Mais il n'y a pas d'autre modèle de développement. Et ce discours sur le néolibéralisme est absurde, parce qu'il mélange, parfois avec mauvaise foi, deux conceptions du libéralisme totalement opposées, le libéralisme politique et le libéralisme économique. Moi, je suis un libéral politique, je ne suis pas un libéral économique. Le libéralisme économique, ça consiste à dire l'État n'a aucun rôle à jouer. Le libéralisme politique, ça consiste à dire la démocratie consiste à laisser s'exprimer tout le monde. Existe-t-il un autre modèle de production que le modèle capitaliste qui fonctionne? Oui. Lequel? Le communisme Où? en URSS. Bon, Est-ce que vous voulez que j'argumente? Parce que si vous voulez non, mais parler- vous considérez que l'Union soviétique constitue un modèle fréquentable? Je vous laisse à cette Non, croyance. mais est-ce que je dis que c'est Oui. fréquentable? Forcément. Mais Je si. dis juste qu'il y a objectivement eu Oui, une bien croissance. sûr qu'il a existé d'autres modèles. Il y a existé les camps de concentration aussi. Est-ce que ça veut dire que c'est un modèle fréquentable? Enfin, c'est absurde. Mais oui, donc Votre raisonnement est absurde. La question n'est pas existe-t-il, la question est-il Votre est-il raisonnement est souhaitable? absurde. C'est pas parce que ça Vous ne existe. savez pas ce qu'est mon raisonnement. Donc ne dites pas que vous savez que mon raisonnement est absurde si vous ne savez pas ce que c'est. S'il vous plaît, je suis désolé d'interrompre la discussion. Quelqu'un qui me dit que le modèle de J'ai pas l'Union dit que c'était soviétique j'ai pas dit que c'était souhaitable. Vous m'avez demandé est-ce qu'il y en a un autre. Je dis oui, effectivement, il y en a un autre. Est-ce qu'il est souhaitable? La question reste ouverte. Non, la question Benjamin- reste ouverte. C'est comme les Benjamin, camps de si tu l'acceptes, concentration. on va passer à Le modèle une autre reste question. ouvert. Non. Je suis désolé, mais bon, c'est dommage que la question n'ait pas pu être développée de manière
à être abouti. Non, je m'excuse. Moi, je C'est crois... simplement qu'il y a d'autres élèves qui attendent éventuellement. Très bien. De Maintenant, poser une question. je note et je voudrais répéter ceci parce qu'il faut être lucide. Il n'y a pas en 2025 d'autres modèles de production disponibles que le mode de production capitaliste. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Et notre rôle est de le réorienter le mieux possible. Merci, monsieur Attali. J'avais une question. Tout à l'heure, vous avez parlé du coup de la France concernant tout ce qui est le nucléaire et par rapport à la défense aussi. Récemment, on a vu que Donald Trump a a suggéré un 5%, un budget par rapport au budget de la France par rapport au nucléaire, donc 5% du PIB. Est-ce que vous pensez que la France peut éventuellement ou devrait se permettre du coup de prendre 5% de son PIB, de consacrer 5% de son PIB au budget de défense au vu de tout ce qui arrive actuellement? Malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Nous sommes menacés d'être abandonnés militairement par les États-Unis, attaqués militairement par la Russie et attaqués économiquement par les Chinois. Si on n'a pas une défense propre, nous serons une proie, et nous sommes très riches. Hein. Tout le monde veut venir en Europe, personne ne veut venir en Russie. La Russie n'est pas une terre de migration. La France et l'Europe l'est. Pourquoi? Parce que nous sommes riches. Si on n'a pas les moyens de nous défendre face aux Américains, aux Chinois et aux Russes, on sera détruit. Et on sera détruit très vite. Je prends juste un exemple. La Corée du Sud. Pas d'armée. Elle avait commencé à se constituer une industrie cinématographique extraordinaire. Un des leaders mondiaux du cinéma. En reprenant le modèle français. Il y a 2 ans, les Américains ont dit « Oh là là, ce modèle, ça ne nous plaît pas du tout. Vous, Coréens, vous avez envie qu'on vous défende. On continue à vous défendre face à la Chine, face à la Corée du Sud, à la Corée du Nord. Alors vous allez me démanteler tout ça. Je ne veux plus de votre système de cinéma. » 2 ans plus tard, le cinéma coréen n'existe pratiquement plus. Ils n'ont pas d'armée. Si les Américains nous demandent ça à nous, est-ce qu'on aura le courage de dire non? J'espère que oui, je pense que oui, parce que nous sommes tout ce que ça représente et que nous avons les moyens de dire non. Mais si on n'a pas les moyens de dire non, on se couche. Et dans un monde extrêmement brutal, comme il est aujourd'hui, si on n'a pas les moyens de se défendre, ni contre le terrorisme, ni contre les Américains, ni contre les Russes, ni contre les Chinois, on finira comme des proies dépecées. Alors, j'ajoute, même si c'est accessoire, qu'il y a des technologies duales, mais ça ne suffit pas à expliquer l'importance de l'industrie de la défense. L'industrie de la défense est malheureusement nécessaire, et on n'a pas les meilleures armes possibles, d'ailleurs, c'est une autre question. La meilleure armée aujourd'hui en Europe, c'est l'armée ukrainienne, à la fois parce que c'est une armée volontaire, nationale, etc., même si elle est soumise à des dangers de corruption considérables, comme on sait, mais ça reste, et c'est elle qui a développé les armements les plus importants du XXIe siècle. Donc, malheureusement, la défense suppose, mais elle suppose aussi une volonté nationale de se défendre. Si vous avez un gros budget et que vous avez personne qui veut se battre, si vous n'avez pas une nation qui, au fond d'elle-même, est prête à risquer sa vie pour défendre des valeurs, vous êtes perdu, même si vous avez un budget important. Donc, posez-vous cette question, qu'on ne se pose plus depuis de nombreuses générations. Posez-vous cette question. Pour quelle valeur serais-je prêt à mourir? Pour quelle valeur serais-je prêt à mourir? Et si vous arrivez à la réponse aucune, nous sommes perdus. Ok. Et quel que soit le budget de la défense. ok. Et même si on investit autant, est-ce que vous pensez que durant les années à venir, environ 2050, on pourra rattraper éventuellement le retard en termes de défense que nous on a que... En termes de défense, on n'est pas si en retard que ça. Non, heureusement, malheureusement, non. D'abord, la France, avec l'arme nucléaire, n'est pas en retard. À condition de bien être certain, ce qui est le cas aujourd'hui, que notre arme nucléaire ne dépend pas d'un partenaire. Mais c'est plus de la... pour la nucléaire, c'est plus de la dissuasion. Est-ce qu'il y a vraiment moyen qu'elle puisse être utilisée? Non, justement. Il y a des moyens qu'elle soit assez dissuasive pour que personne ne nous attaque. Ok. Voilà. C'est le cas. À condition, ce qui n'est pas le cas de l'arme nucléaire anglaise, de ne pas dépendre des Américains pour faire fonctionner notre arme nucléaire.
Et il faut en permanence, je disais ça à des autorités françaises importantes ce matin, de vérifier en permanence que nous dépendons de personne pour faire fonctionner. C'est fondamental, ça. Et de même de disposer des armes de demain qui sont les drones. C'est déjà l'arme d'aujourd'hui, pas l'arme de demain, mais les armes de cyberattaque, de cyberdéfense, de lutte contre les mensonges, contre les fausses nouvelles. Tout ça, c'est des armes qui sont en train d'arriver, qui supposent des technologies qu'on n'a pas du tout. Par exemple, ce que fait Starlink, qui est extraordinaire, quoi qu'on pense de M. Musk, si l'Europe n'a pas des moyens équivalents, nous sommes très mal partis. Mais nous avons quand même, et c'est un avantage ou une triste chose, nous avons parmi les plus grandes entreprises de défense du monde en Europe et en France. Thales, Dassault, Naval Group, je pourrais vous en citer un certain nombre. Airbus Défense. Pardon ? Airbus Défense. Airbus Défense, on peut en citer une bonne dizaine, nous sommes plutôt bien placés les autres pays européens aussi. Donc, si on voulait, on pourrait être, on n'a rien à craindre. C'est pas seulement une question de moyens, par exemple. Si vous mettez 5% du PIB dans des armes d'avant-hier, ça sert à rien. Il ne faut pas se tromper sur les armes de demain. Dernière question avant que je vous laisse. J'aimerais une question d'une fille, s'il vous plaît. Je voudrais une question d'une fille pour la dernière. Bonsoir. Merci, mademoiselle. Vous avez conseillé beaucoup d'hommes politiques durant toute votre carrière. Avec du recul, quels sont les conseils que vous n'auriez pas donnés, que vous auriez changés et pourquoi? D'abord, je n'étais le conseiller que d'un seul. J'ai travaillé avec François Mitterrand dans le bureau d'à côté pendant 10 ans. J'étais vraiment son conseiller et je peux dire que je veux bien partager la responsabilité de ce qui s'est fait pendant ces années et aussi de ce qu'on a fait avant dans l'opposition. Ensuite, j'étais un conseiller par hasard, extérieur. C'est vraiment le hasard de la vie qui a fait que je connais Nicolas Sarkozy qui m'a demandé de présider cette commission. C'est le hasard de la vie que François Hollande était mon collaborateur à l'Élysée. C'est le hasard de la vie que j'ai repéré un jeune inspecteur des finances qui ensuite est devenu... C'est le hasard de la vie. Et c'est le hasard de la vie si je leur parle, mais je ne suis responsable en rien d'aucune chose que j'aurais pu leur conseiller et qu'ils n'ont pas fait. Alors, si vous voulez me demander s'il y a des choses que j'ai conseillées et que je regrette d'avoir conseillées, oui, il y en a. Je pense que j'ai eu tort de conseiller de ne pas aller plus vite dans l'intégration européenne en matière de défense dans les années 80. On aurait dû aller beaucoup plus vite et le faire à ce moment-là. Je regrette qu'on ne l'ait pas fait à ce moment-là. Je pourrais aussi vous faire la longue liste de mes erreurs. Ça prendrait une autre conférence. Merci de cette question. Merci beaucoup, Monsieur Attali. Merci à tous pour votre présence et vos questions. Vous avez un agenda serré, je crois. Nous allons donc mettre fin à la conférence.